Christian Roudeau, bonsoir. Bonsoir. Vous signez À la table des tyrans, Mao, Hitler, Bokassa, Staline, Ceausescu, Saddam Hussein. C'est aux éditions Flammarion. Après 2 livres sur les tables élyséennes et démocratiques de ce monde, vous attaquez maintenant à la pire espèce de dirigeants. Et vous écrivez « Les plats et les décors changent, mais la peur figure toujours au menu. Est-ce que ça coupe forcément l'appétit de manger avec un dictateur ?» Alors, Dieu merci, je n'ai pas eu cette expérience, mais tous les témoignages que j'ai pu recueillir quand c'était encore possible, ou à travers des mémoires et le patient travail que j'ai pu faire de recueil d'informations, c'est bien évidemment ça dépend. Je peux vous dire que la table qui fait la plus frémir, c'est celle de Staline, puisque l'âge venant, il est de plus en plus paranoïaque. Il a l'habitude de faire boire de la vodka à ses invités en espérant peut-être que in vodka veritas, les langues se délient. C'est Nikita Khrouchtchev, l'ancien leader soviétique qui deviendra le successeur de Staline, qui en parle. Donc oui, on arrive toujours quand même dans la table d'un dictateur, à la table d'un dictateur, avec un petit peu la peur au ventre. Ça, c'est une évidence. Mais en se mettant à hauteur de table, ce que vous dites aussi, c'est que ça révèle le côté un peu grotesque de ces régimes et de ces personnages. Oui, parce que ces personnages qui ont encore aujourd'hui peut-être des nostalgiques, je n'avais pas envie d'utiliser dans ce livre un ton trop académique. C'est un travail sérieux, vérifié, mais le langage recoupé, est assez léger. Mais j'ai souhaité justement donner un côté, mettre en avant la tragique comédie du pouvoir, de ces pouvoirs-là. On retrouve sur la nappe des dictateurs à la fois cette mégalomanie, cette paranoïa, la peur d'être empoisonné, bien évidemment, et puis le côté mégalomaniaque, rien n'est trop beau, rien n'est trop bon pour le ventre d'un dictateur. Et puis un point commun, leur enfance et la faim dans leur enfance. C'est peut-être ce qui m'a semblé le plus intéressant en fouillant dans l'histoire de vie de ces 6 personnages, c'est que tous ont connu à un moment donné l'expérience de la faim et que ça a été une expérience structurante. 5 sur 6, à l'exception d'Hitler, viennent de milieux modestes, voire très pauvres. Je pense par exemple au cas de Ceausescu, où on pense à Saddam Hussein, qui est vraiment l'enfant de la misère des faubourgs de Tikrit, qui a vraiment connu la faim. Et du coup, on comprend peut-être un peu mieux le côté ostentatoire, le côté je dépense, le côté rien n'est trop beau, rien n'est trop bon. Une revanche à prendre aussi sur leur histoire. Une revanche sociale, une soif de pouvoir. Et ce que je trouve intéressant dans le cas d'Hitler, c'est qu'il va mettre en avant son expérience de la faim qu'il connaîtra lorsqu'il est à Vienne, artiste raté. Il va le mettre en avant pour dire « Moi, j'ai connu la faim, comme vous, peuple allemand, quand d'autres s'empiffraient. » Et c'est dans Mein Kampf même, il en fait un outil politique. Un outil de propagande. Il invente, entre guillemets, la gastro-communication. Votre livre fourmille d'anecdotes, vous faites des révélations parfois assez cocasses. Hitler, encore, il était végétarien par, tenez-vous bien, la révulsion que lui a inspiré les abattoirs. Voilà, alors ça, déjà, soyons clairs, si vous voulez mettre un petit peu d'animation autour d'un repas et qu'il y a des végétariens, vous parlez du végétarisme d'Hitler, c'est très discuté, très disputé, très controversé. Moi, toutes les recherches que j'ai pu effectuer, à mon sens, il n'y a pas l'ombre d'un doute qu'Hitler était végétarien, et les causes de son végétarisme restent encore très mystérieuses. On a parlé effectivement de cette visite, ça fait un peu froid dans le dos. Il parle d'un abattoir en Ukraine qu'il a révulsé, mais probablement c'est qu'il était hypocondriaque, il y avait cette peur toujours d'être malade. Sa mère est décédée assez jeune d'un cancer, et il a imaginé, peut-être, il a fait le lien entre la consommation de viande rouge et le cancer. Et du coup, il est devenu végétarien, ce qui, à mon sens, encore une fois, ne fait pas l'ombre d'un doute. Mao a, lui, une vision assez doctrinaire de la nourriture. C'est quoi son repas type ? Alors, il aime beaucoup le porc gras à la Hunan, parce que chez ces dictateurs, il y a aussi une loyauté. Le Hunan, qui est la province natale de Mao, il y a je dirais presque une sorte de confort. Ils essaient de trouver refuge dans la nature, dans la cuisine de leur enfance, dans la cuisine de leur région. Et vous avez raison, Mao Tse-tung a presque une vision doctrinaire de la cuisine. Les aliments représentent quelque chose. Exactement. Alors ça, c'est assez conscientisé en Chine, où on parle souvent de cette cuisine qui reflète un petit peu une forme de philosophie, mais c'est presque doctrinaire chez Mao, dans le sens où, pour lui,
Si on aime le piment, c'est qu'on est un vrai révolutionnaire. Si en revanche on aime les saveurs un petit peu trop mielleuses, trop sucrées, ça veut dire que finalement on est déviationniste, on est presque petit bourgeois. Qui dit table et dictateur pense automatiquement à un banquet, celui du sacre impérial de Bokassa Ier. Difficile de faire mieux dans l'excès. 60 000 bouteilles par exemple de vin et de champagne qui sont importées de France. Ce jour-là, Bokassa règle des comptes, c'est le repas ultime qu'on pourrait citer. Oui, je pense effectivement ce qui est passionnant chez Jean Bedel Bokassa, c'est cette double dualité. Il a eu la double nationalité française et centrafricaine et on retrouve dans le menu effectivement un menu très majestueux, presque Louis XIVien du grand siècle, et on trouve aussi des clins d'œil à la cuisine centrafricaine avec le poisson capitaine, avec le poulet bicyclette, tout ce qu'on peut imaginer de la cuisine centrafricaine. D'un mot vraiment pour conclure, avec qui vous auriez partagé un repas par curiosité entre les 6? Oh, c'est un choix que je n'aimerais pas avoir. En tout cas, il y en a un avec qui j'aurais pas souhaité dîner, c'est Staline, parce qu'on n'était pas certain de sortir toujours vivant de son repas. À la table des tyrans, c'est à lire aux éditions Flammarion. Christian Rodeau, merci beaucoup d'être venu dans 64 minutes.